44e émission de Bug, votre podcast préféré sur les séries télé et sur le cinéma. Je suis Alphonse Dadé, votre hôte MC de l'émission, et je suis encore accompagné de mes deux fidèles acolytes. Il y a Seb. Salut Seb. Bonjour et bienvenue dans la 69e émission d'après Tony. Et il y a Bastien. Salut Bastien. Hey, salut à vous les casseurs. Belle communication, dites donc, hein, prononçant de la graine. Comme le disait John Doe, quand vous voulez que les gens vous écoutent, vous ne pouvez pas vous contenter de leur taper sur l'épaule. Il faut y aller à coups de marteau. C'est seulement comme ça que vous pouvez retenir leur attention. Chez Bug, c'est ce qu'on essaye de faire, et pourtant, personne nous écoute. Donc, je crois qu'il est temps d'utiliser un plus gros marteau. Oh. Comme dirait Claude François. We gonna need a bigger hammer. Eh bien, écoutez, nous avons encore un programme, je crois, qui est fort alléchant aujourd'hui. Il y a Seb qui va nous parler du dernier Mission Impossible Fallout, et il y aura le pot pourri de Bastien qui sera aujourd'hui assez conséquent pour que nous puissions allègrement dépasser l'heure d'émission. Voilà, bien entendu, comme à chaque fois. Eh bien, on va pas tourner autour du pot pendant 3 heures. Seb, tu vas pouvoir nous parler de ton adoration pour la saga Mission Impossible, ou tu te contentes du Seb, dernier est-ce que tu sais twerker? Non, pas trop. Désolé. Merci Martin. On t'embrasse. Petite dédicace à lui. Ah, Donc ça. je disais Seb, tu nous parles de la saga, un petit mot sur la saga, ou tu parles juste du dernier? Est-ce que j'avais déjà pas évoqué le truc quand j'ai parlé de Rogue Nation? Je me Oui, tu souviens as plus. exactement parlé déjà de la saga. Il me semble que je l'avais fait, donc même Tout à nous fait. on nous écoute, on ne s'écoute pas, donc on ne sait Non, pas non, ce qu'on mais dit. c'est pour ça, hein, je pense qu'on peut répéter ce qu'on a déjà dit. Une sorte d'auto best-of. Et Bah, ben, écoute, c'est bien. vas-y. L'émission Impossible, c'est bien. Même le 2 est bien en fait. Contrairement Oui. à. Oui. C'est pas bien dans le sens bien, mais c'est bien dans le sens. On rigole. On rigole, mais avec une mise en scène quand même vraiment très très bonne, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. C'est la dichotomie entre ce qui est écrit et ce qu'on voit à l'image. C'est assez intéressant. En fait, si on enlève le personnage féminin de Sandy Newton, le film est plutôt pas mal. Ouais, le méchant est quand même naze, hein. Douglas Scott. Ouais, le pauvre. Douglas Scott qui nous joue un Ethan Hunt, alors que là pour le coup, en plus d'ailleurs, Solomon Lane dans Rogue Nation et Fallout joue aussi une version de Ethan De Hunt, Ethan. version méchant, et c'est vachement plus réussi quand même. Déjà parce que t'as un meilleur acteur aussi. Oh, on est qu'à 2 minutes 40 d'émission et on a déjà digressé du sujet. Oui, c'est vrai. C'est pas mal. Ouais, Eh bien, donc, Vas-y. Mission Impossible Fallout. Quand le premier trailer était arrivé, ça m'a décidé de parler ici de Rogue Nation, qui pour moi est le blockbuster idéal, et qui était aux côtés de Tomorrowland de Brad Bird et Mad Max Fury Road de George Miller, le must absolu de l'année 2015. J'évoquais donc mon enthousiasme de découvrir ce 6ème volet des aventures d'Ethan Hunt, toujours incarné par l'ami Tom Cruise, et nom de Dieu, je ne suis pas déçu. Alors, comme je suis pas pute, je vais directement démarrer par le petit bémol. Non, ce Mission Impossible Fallout n'est pas devenu mon épisode préféré de la saga, Rogue Nation Oh. gardant ce titre. Mais est-ce qu'au final on en a vraiment quelque chose à foutre? J'ai envie de dire que non, parce que nom de Dieu de bordel de merde, c'était génial. En gros les gars, et là je m'adresse à vous deux, hein, pas à nos 18 fans, hein, vous n'allez pas aimer ce film, parce que c'est généreux, fun et que ça donne du plaisir. Donc, que nous raconte ce Fallout? Le film se déroule 2 ans après les événements de Rogue Nation, où les restes du syndicat, soit l'organisation de Solomon Lane, le méchant de Rogue Nation donc, ont créé un groupe qui se fait appeler les Apôtres. La mission d'Ethan Hunt et de son équipe est de mettre la main sur 3 réserves de plutonium dont les Apôtres veulent également s'emparer. La mission capote et Hunt, pour s'assurer du bon déroulement de la suite de la mission, se voit imposer par la CIA de l'agent Walker, interprété par Henry Cavill. Absolument fantastique. Donc, comme je le disais sur Rogue Nation, je trouve le film quasi parfait parce qu'il m'apporte une intrigue ultra bien écrite, mais aussi un minimum de fun. Il y a un parfait équilibre entre les deux qui n'est jamais brisé, pas un bout de gras, rien. Ici, c'est presque pareil. J'insiste sur le presque. Le film dure 2h27 quand même, mais jamais ça ne se ressent. La seule chose qui fait que je trouve en deçà de son prédécesseur, c'est que son intrigue à lui est beaucoup plus basique et surtout moins travaillée. Mais j'y reviendrai. Il n'empêche,
qu'elle est terriblement efficace et bien ficelée. Par exemple, Macquarie n'essaie pas de jouer au plus malin avec le spectateur et il dit d'emblée dans le film. Henry Cavill joue un agent double. Il est l'un des méchants du film et il tourne pas autour de ça. Il n'y en a pas besoin, le film est assez dense comme ça pour ne pas en rajouter une couche d'intrigue. C'est là le gros point fort de Macquarie. Il sait parfaitement jongler avec tout ce qu'il a à traiter. De la même manière, il gère bien le grand nombre de personnages. Le retour d'Ilsa Faust, par exemple, est excellent et ne fait pas rajout inutile à l'intrigue, pas l'intrigue, ça ne veut rien dire, parce qu'elle a été fortement appréciée sur le précédent opus. Elle a une vraie utilité dans l'intrigue, que ce soit avec ou contre l'équipe IMF. D'ailleurs, elle ne revient pas tout de suite, il faut attendre une bonne grosse demi-heure pour qu'elle débarque. Pareil pour Solomon Lane, reprendre le même méchant 2 fois de suite, c'était suicidaire. Son rôle est malgré tout très différent, et l'ajout de Cavill a beaucoup de sens du coup. Il est les muscles, et le fait de le voir se frotter à Cruise après une poursuite en hélico complètement tarée, ça fait plaisir. Parce que oui, le film nous balance une poursuite en hélico, le truc qui est chiant en plus d'être bruyant à regarder devient entre les mains de Macquarie et Cruise une séquence ultra jouissive. Et comme on est sur le sujet des cascades et autres, et puisque la perfection n'existe pas, sauf moi évidemment, il faut le dire, le fait que les... Quoi, c'est pas vrai? Je ne me rends pas compte. Non, si. Les miroirs sont déformants. Le fait que les cascades soient, et pas les casquades, ça ne veut rien dire non plus, je suis troublé parce que je viens de voir le dernier épisode de la saison de Doctor Who, donc vous m'excuserez, j'en parlerai dans quelques semaines. Donc le fait que les cascades soient véritablement réalisées, dans le sens fait, ça se voit à l'écran. Ça rend le truc encore plus fou, surtout à une époque de fond vert et doublure numérique. La poursuite dans les rues de Paris, par exemple, c'est excellent en tout point. Mais pour le Halo Jump, on trouve en fait la limite du truc. Alors on peut vénérer Tom Cruise de le faire, évidemment. On peut se prosterner devant le caméraman qui lui aussi l'a fait, et en prime, avec une caméra vissée sur la tête. Mais ça crée un bémol en termes de mise en scène en fait. Cette séquence jure avec celle qui la précède et celle qui suit, puisqu'on passe de plan léché à une séquence où c'est impossible d'avoir un contrôle total des événements. Ça jure un peu et c'est dommage. Mais c'est pas non plus trop grave, c'est qu'une seule séquence déjà, et hallucinante de toute façon. Mais c'est vraiment pour pinailler. Je pense qu'il aurait fallu, pour que ça passe mieux, que la séquence d'atterrissage sur le toit soit filmée caméra à l'épaule, pour qu'ensuite petit à petit tout reprenne son calme. La transition aurait été meilleure. Bonjour, je m'appelle Sébastien et je vous donne des conseils de mise en scène. Comment faire un film? Ce sera mon prochain livre. Ah. Ouais. Mais il y en a déjà plein des comme ça. Ouais, comment faire un film quand on est une pute. Ah. Il n'y en a pas des comme ça. Ah non, ça non. Ah. Ça peut se vendre. Voilà. Donc parlant de séquences d'action, et contrairement à ce qui a été dit ici et là, le film n'est pas composé de 2h30 d'action et de cascades en tout genre. Comme pour Mad Max Fury Road par exemple, dont on disait la même chose, le récit respire. Après, ouais, il y en a, c'est évident. La majorité du film, c'est ça, mais quand ta franchise est vendue sur ce point, ce serait con de balancer The International, que je vous recommande, réalisé par Tom Tykwer avec Clive Owen. C'est très bien. Mais bref, ici, comme je dis qu'il n'y a pas que de l'action non-stop, mes 2 scènes préférées du film ne sont pas des séquences d'action. C'est du pur Mission Impossible, un jeu de dupe à base de masques, où la résolution est aussi jouissive que de voir Tom Cruise s'accrocher à un avion qui décolle. Donc ouais, les séquences d'action et de cascade sont monstrueuses, mais sans pour autant tomber dans la surenchère gratuite. Tom Cruise peut jouer au casse-cou pour se faire plaisir, tout en nous faisant plaisir du coup, mais ça vampirise pas le film, je trouve. Évidemment qu'on attend le prochain morceau de bravoure, mais comme je le disais juste avant, il y a plein d'autres trucs qui me plaisent, et ce sont ces petits trucs qui rendent le reste aussi bon. L'autre truc dont on a pas mal parlé, c'est le fait que Christopher McQuarrie rempilait au scénario et à la réalisation après Rogue Nation, soit la première fois dans la franchise qu'on a le même mec derrière la caméra. L'idée de base était d'avoir un réalisateur différent sur chaque film pour qu'il apporte sa patte et que chaque film puisse avoir une vibe différente. Très critiqué, Mission Impossible 2 est indéniablement unique dans la franchise et chaque film se distingue assez des autres. Il en va de même ici, malgré le fait que le film soit, et c'est là que c'est fort, une suite directe à Rogue Nation, encore une fois une première dans la saga, et c'est encore plus fort, qui a le même bad guy. Fallout est vraiment un film à part. On craignait, enfin surtout moi, un peu un effet spectre pour parler du concurrent qu'est James Bond. Les 2 films ont un point similaire, ils veulent lier tous les films de la saga et le réalisateur rempile pour un 2e film consécutivement. Dans Spectre, c'est vraiment une putain de lourdeur d'écriture. C'est grossier, on te balance le truc à la gueule de manière bâclée. En gros, depuis Casino Royale, c'était Blofeld qui tirait les ficelles et la révélation était vraiment ridicule.
Pour Fallout, ça a été un petit peu exagéré, à croire que Macquarie a vu Spectre, parce que c'est tellement plus naturel comme manière de faire. En fait, le film se lie à tous les autres à travers un truc tout simple, l'évolution de Ethan Hunt. C'est tout con, hein, mais putain, ça marche tellement mieux. Donc on te ramène Julia, sa femme de l'épisode 3, qu'on voyait brièvement à la fin de l'épisode 4, et même ça, c'est fait correctement. Ça tombe pas comme un cheveu dans la soupe, c'est logique et cohérent. Et c'est là que le titre du film trouve tout son sens. Tout Fallout a pour thème les retombées des actions de Hunt. Et d'ailleurs, petite question comme ça, soyons fous, vous savez quel film aurait pu avoir Fallout comme sous-titre ? Alors j'imagine qu'il y a un jeu de mots bien pourri. Non, même pas. Ah merde. C'est très sérieux, c'est The Dark Knight de Christopher Nolan. Il aurait pu s'appeler Batman Fallout. Et c'est Oui, pas c'est un vrai. hasard puisqu'il est l'influence majeure de Macquarie sur ce 6ème Mission Impossible. En gros, tes décisions ont des retombées. C'est une réplique du film Hunt ne fait pas la différence entre sauver une vie et en sauver 1 million. Forcément, et c'est là que naît tout le film, il y a des conséquences. La vibe Dark Knight, elle se ressent fréquemment et c'est d'autant plus mis en avant que Lorne Balfe, qui s'occupe, et non pas Biffle, qui s'occupe de la musique, est un des élèves, on va dire, de Hans Zimmer. Du coup, les sonorités sont souvent proches de celles de la trilogie de Nolan. Même la mise en scène de Macquarie y fait penser, et quelques petites scènes, par exemple, quand vous êtes sur un pont, que y a des camions qui se rentrent dedans, qui tombent dans le lac, c'est vraiment un truc, et je me suis dit, putain, mais j'ai vu exactement presque la même chose dans The Dark Knight. Très intéressant. Mais c'est là que ça coince un peu, pour tout dire. Quand ton influence est de Dark Knight, bah faut être à la hauteur. En termes d'écriture, de Dark Knight, il a envoyé le pâté. Fallout, lui, bah, il est parti en tournage avec un scénario de 30 pages qui était en constante évolution chaque jour de tournage. Ça se ressent pas trop puisque le film est bien construit, mais quand on le compare à Rogue Nation, c'est dommage, car on imagine le potentiel perdu. C'est d'autant plus bizarre que Macquarie, à la base, est scénariste. Je comprends pas trop comment ils se sont retrouvés dans cette situation. Cela dit, je pinaille encore, hein, parce que quand on voit des trucs qui sont passés entre les mains de 5 scénaristes pour un résultat médiocre, ici construire un film au jour le jour pour terminer avec un tel résultat, je dis chapeau. Donc voilà, Mission Impossible Fallout n'est pas à la hauteur d'un Rogue Nation, mais n'en reste pas moins excellent. Je pense qu'avant de finir par se tuer, Cruise peut encore faire au moins 2 films. À mon sens, le prochain devrait revenir sur une formule moins grand spectacle, plus proche de l'esprit du premier, pour ensuite clore l'affaire avec un film qui mixe parfaitement les deux. Dans l'esprit Rogue Nation, quoi. J'y crois pas trop, hein, mais je fais confiance à Cruise de toute façon. Il s'est planté avec La Momie qui devait lui lancer une nouvelle franchise, donc il va pas chier dans la colle avec celle-là. Et je l'en remercie. Voilà, c'est tout pour moi. Bah bravo. Et est-ce que du coup on a déjà des infos sur le prochain? Est-ce que Macquarie va rempiler ou non? Je sais pas. On a absolument zéro information, que dalle, nada, donc Ouais. j'aurais tendance à penser que pour le coup, non, il va passer la main. J'ai l'impression qu'il a vraiment bien conclu son histoire, donc Ah bah écoutez, je vous annonce que le prochain réalisateur, et c'est une info mondiale. c'est une prochain info. Comment tu écris une info? Une Ah, pardon. NYMPHO, donc une info mondiale, donc elle tourne cette info. Ça sera Edgar Wright. Ouais. J'ai tellement du mal à imaginer Edgar Wright faire ça. Mais... Juste parce qu'il y a Simon Pegg qui est dedans et qu'il va placer son pote. Ah oui. Voilà. Bah C'est- non, puisqu'il a pas fait Baby Driver avec. Oui, mais on sait comment ça se passe à Hollywood. Et puis Tom Cruise va avoir besoin d'un petit jeune qui a la cote auprès de la nouvelle génération. Encore que Edgar Wright n'a pas forcément la cote auprès de la nouvelle génération. Je vais pas trop Ça, c'est l'impression. une autre histoire. Bastien, un mot sur Fallout que tu n'as pas vu. Bah ouais, merci Seb d'avoir bien communiqué sur ta critique. En fait, comme on a un petit peu du mal à échanger tous les deux, parce qu'on prend assez peu de plaisir à parler ensemble, bah, du coup j'ai pas pu voir le film à temps. Mais je pense que j'aurais dit la même chose que pour tous les autres Missions Impossible, c'est que ce sont des films dont je ne me souviens absolument rien quelques semaines après, malheureusement. Mais sinon, J'ai pour j'ai l'année... exactement le même sentiment quand tu parles. Je l'oublie instantanément ce que tu viens de dire. C'est un compliment. Et pour l'anecdote, sachez que hier c'était les 60 ans de mon papa et que je lui ai offert le coffret Blu-ray de Mission Impossible 1 à 5. Donc, Voilà, Fallout donc est tout pas est dedans. lié. Ouais, mais Et donc est pas Fallout dedans. n'est pas dedans. Ouais, Ouais, du coup. bah, alors qu'il y a le coffret avec les 6 qui est sorti, t'es quand même un peu une merde là. Ouais, mais du C'est coup, on vraiment va lui dire acheter d'aller le se faire 6 pour foutre et Noël. d'acheter le 6ème. Tu peux acheter le 6 pour Noël du coup. Faut garder une cartouche. En Exactement. réserve. Bravo. Tu mets des cartouches à ton père? Exactement. C'est de notre côté nord de la France. C'est ça. Et c'est qui le plus fort entre James Bond et Ethan Hunt?
Bah moi j'ai jamais été un très gros fan de James Bond. J'ai pas tout vu. J'ai vu les Sean Connery, j'ai vu les Timothy Dalton et j'ai vu l'ami Pierce. Pierce Brosnan. Ouais, j'en ai même vu au cinéma de ceux-là. Donc Mais t'as vu les Daniel Craig aussi. les Craig c'est finalement mes préférés puisque d'ailleurs Skyfall que je trouve complètement surestimé d'ailleurs a aussi comme vibe de Dark Knight. Ouais, ouais. Tout est lié. C'est vrai, c'est vrai. Et entre Jack Bauer et Ethan Hunt, Ethan Hunt. et entre OSS 117 et Ethan Hunt. Ethan Hunt. Vas-y, tu vas finir par trouver quelqu'un. Non, je crois que j'ai épuisé mon stock de connaissances en film d'action, espionnage. Jack Ryan. Ah, Jack Ryan. Ouais, mais. Bah, Ethan Hunt quand même. Voilà. Bon. Eh bien, donc tu le recommandes chaudement quand même. Hein. Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, je pense que tous ceux qui voulaient le voir l'ont vu. Donc, je recommande Bah, ça non. à personne. Bah non, on voulait le voir et on l'a pas vu. Ouais, enfin, toi, en même temps, tu le verras dans 5 ans, quoi. Ouais, j'ai Après, encore, vu qu'il est sorti cette année, j'ai encore 3 épisodes de retard. ouais, voilà. Ça va. Il y a des personnages qui sont morts entre temps. Pas beaucoup. C'est ça, c'est un peu dommage. Hein. Faut tuer vos personnages, les gars. Il y a quelqu'un qui meurt dans ce film. Ouh. J'espère Ouais. que c'est pas Henry Cavill. Quand même. Bah, vu que c'est le méchant, un petit peu. Ouais. Je pense que c'est pas un gros spoiler que de te dire que Cavill, soit il meurt, soit il va en prison à la fin. Oh non, mais il pourrait redevenir gentil. Oui, bah, il y a un très bel effet à la fin. Je ne veux rien vous spoiler, mais disons que la montagne ne lui va pas bien. J'aime Et beaucoup. d'ailleurs, il y a un côté Dark Knight encore. D'ailleurs, je ne peux pas en dire plus, mais ceux qui ont vu le film vont y penser, se dire sur la montagne, oui, en effet, Henry Cavill, Dark Knight. Attends, Dark Knight ou plutôt Batman Begins? Non, Dark Knight. D'accord. Mais il n'y a pas de montagne dans Dark Knight. Non, mais il y a. Voilà. Enfin, Il y a un, je il y a ne un peux truc pas. en hauteur. Il y a un truc en hauteur. Non, ça n'a rien à voir avec la hauteur, c'est sur la montagne, il se passe quelque chose qui fait que tu penses Dark Knight parce que Dark Knight. Mais en dire plus, ce serait spoilé. Moi, je ne sais pas si Bastien veut que. Non, ne spoil pas. Ne spoil pas. Bastien a envie de garder la primeur de cette révélation. Parce que pourtant que la montagne est belle, comme disait Jean Ferrat. Exactement. Mais la montagne est très belle. D'ailleurs, ils ont fait une avant-première sur la montagne où ils ont tourné le truc. Ils ont dû escalader le truc, c'était impressionnant. J'ai vu les photos et je me suis dit, putain, je l'aurais pas fait parce que je suis une grosse feignasse, mais. Et votre film préféré de montagne, les gars? Belle et Sébastien, il doit y avoir des montagnes dedans. Ah. Parce que je Personne pour Vertical Limit. Cliffhanger. Je l'ai jamais vu faire Vertical Limit. Ah, Oh, mais ma putain. soeur Il risque faut- la mort, la mort. Mais Il là-bas, faut, on c'est de risque la pas la merde. mort. On est mort. Mais oui, Cliffhanger, c'est bien. Mais Ah, c'est Vertical bien. Limit, c'est très caca. Bon, bah, je vais le voir alors. Et c'est Martin Campbell, et c'est GoldenEye, et c'est Ouais. Casino Voilà, Royale, et et tout la est boucle lié. est bouclée. La boucle est bouclée. Effectivement. Bon, bah, je crois que là-dessus, on va pouvoir enchaîner sur ton pot pourri, Bastien. Ouais, avec un film qui est là, pour le coup, absolument rien à voir. On va faire un très grand écart, je pense. Ah, un film français. J'ai envie Jean-Claude de... Van Damme. Non, pas tout de suite, mais... Ah, parce que grand écart, t'aurais dû sauter sur l'occasion là. C'est vrai. Mais j'avais envie de frapper direct très très fort avec, je sais que vous l'attendez, le film de monstre du jour. Oh putain. Et là, j'ai commencé une nouvelle saga. Je l'ai entamée. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du premier épisode. Il était temps. Donc l'attaque du requin à deux À têtes. 5 têtes. Ah, c'est 2 têtes le premier. À deux têtes. Alors, on commence par deux têtes. Et- Donc de Christopher Ray, de la famille donc de notre De ami Fred Olren. Fred Olren, hein, c'est le même. Beaucoup de Donc, Christopher produit. aujourd'hui. Ouais. C'est pas la même réalisation, je pense. C'est pas le même budget. C'est pas le même budget. Si Asylum m'était compté, hein, donc. Alors, il faut dire que là, on a un casting chaud comme la braise, puisque vous avez un trio d'acteurs magnifiques. Nous avons Carmen Electra, Ah, qui est là, dans le rôle d'une professeure d'océanographie très crédible. Ça mourache avec un certain Charlie O'Connell, frère d'eux, Jerry O'Connell. Jerry. ils ont la même tête. Ouais. Et puis la petite révélation du film, hein, la Brooke petite Hogan, étoile montante, c'est ça c'est Brooke Hogan, effectivement, encore fille d'eux ce coup-ci. Là, Je le connais bien. De fille Hulk Hogan. de Hulk Hogan, ouais. Oh putain, la vache. Elle a pas la même moustache. Elle n'a pas la même moustache. Et elle porte mieux le short. Est-ce qu'elle a la même sextape? A priori, non. Ah. J'ai touché un secret. En tout cas, j'ai noté là sur ma petite feuille, je vois film absolument génial, car allant à l'essentiel.
Alors, il faut le dire que c'est un film extrêmement bien rythmé, j'ai trouvé, par rapport à En eau trouble ou même les Sharknado et compagnie. Ça s'assume totalement, mais c'est quand même moins du foutage de gueule justement que les Sharknado. Ça part pas non plus dans le grand guignol ultime. Bon, c'est un nanar, hein, on va pas se On mentir. est là pour ça quand même. Ben oui, mais ça reste assez, ça reste assez raisonnable. Hein. Si tant est qu'on accepte forcément l'idée que c'est un requin avec 2 têtes, hein, mais, bien évidemment. Alors le film, en plus, il faut le dire, toutes les nanas sont quasiment en bikini, hein, donc connaissant en plus la famille Hollandray, c'est pas du bon ébé qu'on nous propose. C'est clair. C'est pas de la série B non plus. C'est pas de la série B. Carmen Electra, à un moment, a fait sa petite scène de bronzette sur le bateau en maillot de bain, dans un truc qui sert absolument à rien, si ce n'est de la filmer sous toutes les coutures, façon pub Tahiti douche. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, c'est ça qui est bien dans ce film, c'est que le côté sexy va beaucoup plus loin que la plupart des productions Sharknado et compagnie. Et notamment une scène qui est, je pense, la scène culte, le point d'orgue ultime du film, puisque nous avons carrément une séquence sex crimes, mais du requin à 2 têtes, là. Donc nous avons un petit jeune avec 2 nanas au bord de l'eau, ça s'emballe à pleine bouche à 3 et tout. On enlève en plus son petit bikini, donc nous avons le droit en plus à admirer des petites poitrines. Et forcément le requin à 2 têtes va s'y mêler et ça va mal finir, et c'est une séquence plutôt originale et qui marque le coup. C'est du jamais vu, c'est clair. C'est du jamais vu, et en plus on peut le dire, ce qui est aussi différent des autres films, c'est qu'il y a du sang dans celui-là. C'est quand même assez gorasse, hein, contrairement à la moyenne où il y a quasiment plus de sang maintenant. Quand on avait parlé de The Meg justement en eau trouble, il n'y avait pas de sang, là il y en a. Est-ce que c'est du sang en synthèse dégueulasse? Non, en plus c'est du vrai sang. Allez, vendu, vous me l'avez vendu. Ouais. Alors pareil, le requin, c'est assez bizarre ce qu'ils ont essayé de faire, parce que du coup ils mélangent des images de CGI et des moments t'as des plans avec un vrai requin en caoutchouc qui les attaque. Donc ça donne un petit côté, un petit charme sympathique au film selon les plans. En plus, donc c'est, comme je vous le disais, c'est bien rythmé, ça va crescendo dans l'action, dans les morts, hein. Il y a beaucoup un body count assez important. On a même le droit vers la fin où ça part vraiment en vrille, hein, puisqu'ils sont un peu sur une île à un moment qui va se faire ensevelir par les eaux. Et on a un plan iconique de bisous avec Carmen Electra et Charlie O'Connell qui s'embrassent, et en arrière-plan on voit la vague qui surgit sur eux et qui les emporte. Désolé pour le spoiler. Mais c'est une séquence qui fait passer The Impossible vraiment pour le téléfilm du jeudi après-midi, quoi. Est-ce qu'il est un petit peu déjà? Exactement. Donc un film assez avec de l'amour, c'est un film avec vraiment beaucoup de choses, hein, des études, parce que donc l'histoire, en fait, ce que je vous disais, c'est surtout ça le point fort du film, je pense, c'est que l'histoire va extrêmement vite à l'essentiel, c'est qu'on se retrouve sur un bateau avec des étudiants. Parce que sur un bâton, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, exactement. Surtout si c'est Carmen Electra. C'est pas Koh-Lanta. C'est elle qui me fout le bâton, là. Donc des étudiants qui sont pour la plupart assez disciplinés, hein, malheureusement, mais donc ils sont là pour des cours d'océanographie avec Carmen Electra et Shia O'Connell, et donc ils vont se faire attaquer par ce requin à 2 têtes. Ils vont tomber sur une île à un moment, et donc c'est quasiment en temps réel le film, donc c'est pour ça qu'on est assez impliqué, je pense, dans l'histoire. Il n'y a pas de bourre dans le temps ou de trucs sous-marins en eau trouble. Alors les décors sont très beaux, hein, très jolis, hein. L'île, on y croit totalement. On a une petite cabane en bois et 2-3 petits coquillages qui se baladent pour faire le côté il y a une civilisation qui était là avant ou autre. Ça suffit de voir juste une petite cabane, il y a eu une habitation. On retrouve comme ça des bateaux aussi des fois comme ça qui ont été abandonnés et qui vont servir. Comment vous dire aussi, le truc, j'essaie de me relire en même temps, c'est pas forcément évident. Tu comprends ce que nous on ressent quand on t'écoute? C'est ça, ouais, c'est pas forcément facile, mais oui, donc
l'essentiel des personnages, je vous disais, sont dans bikini. Hein. Puis les garçons, forcément, ce sont des beaux spécimens aussi bien huilés. Mais au milieu de ça, on a forcément le personnage du puceau chétif qui sera aussi le seul survivant de cette histoire, avec la bimbo Brooke Hogan, qui est une bimbo un petit peu plus débrouillarde, déjà parce qu'elle a un trauma à base de requin à la base, et puis elle est un petit peu plus futée que les autres. Mais moi, ce qui m'a le plus fait rire dans le film, c'est la justification de tout ce bordel, de cette histoire du requin à deux têtes quand même. Là, j'ai bien rigolé quand même. Parce que donc à un moment, ils se font courser par le requin à deux têtes sur un petit bateau. Et donc tu as un autre bateau au loin qui voit cette course-poursuite cette course-poursuite est en train de se faire. Et puis tu as là un personnage qui fait « Mais pourquoi il continue de les pourchasser ?» Et l'autre qui fait « Mais il a deux têtes !» Et là, le petit personnage du puceau chétif fait « Mais c'est le genre d'exception génétique qui arrive, comme pour les serpents à deux têtes. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. » Et voilà, c'est ça un peu la justification de pourquoi il y a un requin à deux têtes. Alors du coup, j'ai une question quand même, vu que je n'ai pas vu le film et je pense que les auditeurs ne l'ont pas vu non plus. C'est ces deux têtes, est-ce qu'elles sont côte à côte ou il y en a une à l'avant et une à l'arrière? Elles sont côte à côte. Elles sont côte à côte. Et comme le dit très justement un des personnages juste après, mais les deux têtes, ça fait 2 fois plus de dents. Forcément. C'est beau. C'est la logique en même temps, il a raison. Mais bien sûr. Et je pense que c'est un étudiant en océanographie qui a sorti ça. Absolument. Donc voilà, celui-là, franchement... Tu le recommandes. Je le recommande. Ouais, celui-là, il est généreux. Donc j'ai hâte de regarder sa suite. Dans la prochaine émission, tu le requin à 3 têtes, j'espère. Ah bah, ça augmente au fur et à mesure. Ouais, Par contre, petit spoiler, il y a un moment où ils vont sauter un chiffre de tête. Ouais. Je crois que ça passe du 3 au 5 ou quelque chose comme ça. C'est ça. Exactement. Et alors, en tout cas, ce qu'il faut apprécier chez Bug, c'est qu'on a presque fait aussi long sur le requin à deux têtes que sur Fallout, et ça, c'est bien. Mais en même temps, pour Carmen Electra et pour Kogan, il fallait bien ça, quoi. C'est vrai. Le temps d'en faire le tour. De poitrine. Donc, j'enchaîne avec le deuxième film, avec toujours un nanar, mais ce coup-ci un nanar friqué, donc pas vraiment drôle pour le coup. On en avait évoqué nos craintes sur la bande-annonce, et depuis j'ai vu le film. Donc c'est le fameux The Predator de Shane Black. Ouf. Seb, tu l'as vu? Ouais. Alors j'ai trouvé ça globalement très mauvais quand même. C'est vraiment un film, un trollage complet, j'ai l'impression, notamment symbolisé par le personnage de Thomas Jane, qui est donc atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Donc il nous sort des gros mots comme ça pendant le film, et tu te dis que là il y a quand même c'est n'importe quoi ce film. Niveau des CGI, c'est absolument honteux pour ce genre de film. T'as des trucs bien dégueulasses. Alors après, est-ce que c'est pour donner, enfin je ne pense pas, mais pour donner un côté logique sur le côté série B qu'essaye de faire le film. Alors je dois dire que pendant une partie du métrage, je me suis dit que peut-être ça pouvait être sympa, et finalement la dernière même, je dirais, les 3 quarts d'heure à passer la première heure, après le souffle est retombé, et donc j'y croyais plus. Mais c'est vrai qu'à un moment il y a un truc qui se met en place et tu te dis oui, ça peut être une petite série B style années 80. Mais le problème, c'est que le film est tellement boiteux scénaristiquement, avec plein d'histoires qui s'entremêlent, ça te donne un espèce de fourre-tout. Et pourtant Shane Black est quand même scénariste à la base, donc tu comprends pas trop ce qu'il a voulu faire. On sait qu'il y a eu des problèmes de production avec les trucs qui leur ont été imposés, mais c'est quand même un bordel complet. Mais dans ce bordel complet, on sent qu'il y avait peut-être moyen effectivement quand même de faire, même si le film se veut plutôt second degré et compagnie, c'est pas ce qui me dérange à la limite, mais même ce film-là n'est pas réussi en fait, et peut-être qu'il y aurait eu moyen de faire quelque chose. Et voilà. Seb, ton avis en 2-3 mots? Je vais en prendre un peu plus quand même. Non, moi je suis sorti de la salle, enfin déjà je suis rentré dans la salle dubitatif,
parce que la bande-annonce m'avait pas convaincu, et puis j'adore Shane Black. Mais enfin, il y a j'ai l'impression qu'il y a deux films en un, quoi. Il y a celui que Shane Black a voulu faire, et puis celui qui a été imposé par la Fox. Il y a des trucs absolument géniaux. La première fois que le Predator est révélé au début du film, c'est un mec qui se fait couper en deux, et t'as le sang et les tripes qui lui tombent sur la gueule pendant qu'il est invisible, et c'est comme ça qu'il apparaît. Je trouve ça absolument génial. À un moment, t'as le gamin qui a le casque du Predator, et par accident, il tue quelqu'un, et il explose, et t'es là, t'es mort de rire, parce que c'est un gamin qui vient de tuer quelqu'un, quoi. C'est génial. Et donc c'est Jacob Tremblay, il est trop mignon. Ouais. Donc voilà, enfin, j'étais toujours, j'ai l'impression que le film est comme moi par rapport à mon avis sur le film, quoi. Le cul entre deux chaises. Je trouve que le film est beaucoup moins mauvais que ce que certains ont voulu nous faire croire. Et en même temps, t'as évidemment les fans de Shane Black qui eux disent que c'est absolument formidable parce que si ou ça, c'est genre. Parce que tu aimes bien le mec, quoi, donc tu es obligé de le défendre. Après, moi, voilà, je sors du film, je me dis, c'est pas le blockbuster le plus honteux que j'ai vu cette année, mais c'est du Shane Black. Donc, c'est un peu problématique, ça aurait dû être beaucoup mieux. Donc voilà, j'aurais presque voulu que le film soit un énorme succès pour qu'il puisse faire de Nice Guys 2, mais c'est mal barré, là. Ouais, c'est un peu le problème de Shane Black, j'ai l'impression. Sa carrière a tendance un peu à partir en sucette, là. Mais enfin, il y en a qui disaient que c'est dès qu'il s'attaque à un blockbuster, c'est de la merde, mais Iron Man 3 est très bien, c'est du pur Shane Black, contrairement à ce que certains veulent prétendre. C'est vraiment du pur Shane Black. Il y a un petit peu de Marvel dedans, il y a un peu de Kevin Feige obligé, parce qu'il doit répondre à des attentes, mais derrière, je le dis et je le maintiens, aussi problématique soit-il par moment, le Iron Man 3 c'est du pur Shane Black. Alors que Predator, pas trop. Il y a beaucoup de trucs qui ont été coupés au montage et là, tout le troisième acte a été retourné, etc. Donc il y a beaucoup de soucis dans le film, quoi. Ouais, ça a été problématique le tournage, effectivement. Parce que c'était pas con en plus l'idée de faire le film à la fête d'Halloween. On sait que Shane Black à chaque fois c'était Noël et là pour le coup il le fait sur la... Mais justement, je pense que c'est ça le problème, c'est que c'est pas tellement du Shane Black puisque c'est pas Noël. Ouais. C'est ça en fait qui a coincé. Enfin voilà, next. Ah, on parle de Nicolas Cage, tant mieux. Et Jessica Biel. Oui. Donc là, le grand écart, pour le coup, il y en a pas, donc... mais bon, vous avez reconnu de qui j'allais parler. On y avec va, Jean-Claude Van Damme. Point Jean-Claude Van Damme du jour, avec Lucas. Film... Rien que le titre, j'ai envie de me pendre. Le film qui a fait la promo chez Ruquier, rappelons-le, puisque Van Damme était venu avec Julien Leclerc, le réalisateur. Des magasins Leclerc ? Exactement. Le frère de Julien Leclerc. Oh la vache. Alors, j'ai trouvé ça vraiment pas bon non plus, hein, très, très anecdotique. J'ai vu le film, je crois, il y a 2-3 jours, et je ne pourrais pas vous expliquer de quoi il en retourne vraiment aujourd'hui, je crois. C'est tellement pas original. Ce que j'ai retenu, c'est que... Ouais, c'est pas une sorte de Man on Fire du pot ou un truc comme ça. C'est un peu ça. On essaie donc de... Là, Jean-Claude, il revient dans un film français. C'est un petit peu plus sérieux que ses pantalonnades en Roumanie ou autres films perdus. Mais du coup, là, c'est un truc un peu plus sérieux où ils font la tronche pendant tout le film, ils serrent les dents. Mais le problème, c'est que, en fait, moi j'étais content quand il y avait eu JCVD et tout, qu'on commençait à le reprendre un petit peu au sérieux, mais en fait, je pense que personne n'arrive vraiment à utiliser ce côté-là de Van Damme. Même lui, en fait. Même lui. Je pense déjà qu'il ne faut pas l'utiliser en tant que premier rôle, sûrement. Et en fait, je préférerais voir Jean-Claude avec un flingue tirer à tout va ou lever la jambe. Quoique maintenant, lever la jambe, ça devient compliqué pour lui quand même. Mais là, ouais, c'est... Non, il lève bien la jambe, il l'a fait chez Conan. O'Brien, il lève bien la jambe encore. Ah. Voilà. Je crois que c'était... Et alors, tu l'as vu, Lucas, Seb ? Non, mais à propos de Jean-Claude Van Damme, je le sais, sa façon d'être moi parfois vous déplaît autour de lui, et moi le silence se fait, mais il est ma préférence à moi. C'était Julien Leclerc. Julien Clerc. Non, t'avais pas fini Bastien sur Lucas. Si, mais tout ça pour dire que Julien Leclerc, rappelons-le, va avoir des petits soucis prochainement. Lui aussi il avait soutenu Luc Besson
Ah. Quand on n'avait pas le droit de le critiquer. Mais Julien Leclerc, c'est aussi celui qui avait commis 2-3 bien grosses bouses avant Lucas, quand même, si je me souviens bien. Ouais, j'ai checké, mais je sais déjà plus. Bon, il n'y a Attends, pas un je braqueur ou un truc comme Je ça. vais Ouais, un voir. otage ou je sais plus quoi, un truc Je comme ça. vais voir ce qu'il a fait. Julien Leclerc, réalisateur, braqueur, l'assaut, Chrysalis. L'assaut, c'était l'assaut. Ah non, ça c'est en tant que scénariste. Non, également scénariste, pardon, il a fait les deux. Gibraltar, un truc sur les bras, j'imagine. Non, ça mais a qui l'air se bien. passe le soir. Gibraltar très tard le soir. Ouais. Ouais. Bon, Chrysalis, c'était voilà. quoi? C'était le truc avec Alaire Dupontel, ouais. C'est un truc ambitieux sur le papier, mais complètement pourri. ouais, un truc En comme vrai. ça. Ouais. Ouais. Ça date déjà d'il y a quelques années, ça. Bon, c'est caca, hein. Ouais, c'est caca. C'est Lucas. C'est Lucas. Le caca. Le caca. Ah. Mais il a produit Budapest de Xavier Jans, le mec. Ah. Il a de la Il n'y caillasse a à pas foutre de en l'air. hasard. Il n'y a pas de hasard. D'ailleurs, on a lu dans le dernier Mad Movies que le dernier Xavier Jans, qui s'appelle Cold Skin, était plutôt très bon. Bah oui, moi j'arrête pas de le je l'ai vu, soutenir, c'était ce de la film. Ah. C'est le meilleur Xavier Jean, rappelons-le. Pour... Ce qui n'est pas très compliqué non plus. Non, mais c'est vrai que c'est un film hautement recommandable. Enfin bon, continuons cette odyssée du cinéma français avec ce coup-ci l'ami Romain Gavras et son Le Monde est à toi. Ouh. À qui, à moi? Oui, il est à toi. Il et faudra à le toi rendre après. aussi. À toi aussi, peut-être, qui nous écoute. Vous voyez ce que c'est? Non. Ouais, moi ça me dit franchement quelque chose. Il y a Roxane Mesquida, non? Non, pas du tout. Toi, quand t'as envie de baiser, ça se sent. Hein. Il n'y a pas Roxane Mesquida dans celui-là? Non, il y a Isabelle Adjani, Oh, c'est Vincent moins bien. Cassel. Ah, c'est moins frais, ouais. Bon, ok, non, j'ai confondu, ça doit Donc être c'est un autre. un film très Guy Ritchie dans le style. Avec Donc c'est de la des- merde, donc. Ouh, je crois que ça lui fera pas plaisir, ça. Ouf. Et avec des personnages de cité hauts en couleur qui bavassent. Donc il y a aussi l'aspect Tarantino, mais bon, c'est plus Guy Ritchie que Tarantino. Alors moi j'ai trouvé ça plutôt honnête, plutôt recommandable. Après le film manque malheureusement d'un peu de folie et d'humour, parce que du coup comme il y a beaucoup d'aspects second degré, je ne me suis pas non plus pété la mâchoire, peut-être pas ce qu'il cherche non plus, mais bon. C'est dommage, c'est que le film manque justement de mettre le curseur un peu plus haut sur un de ces deux trucs-là pour que ça en fasse vraiment le petit film culte qu'on se passe entre potes et qu'on se mette en soirée ou des trucs, ce genre de choses où on se ressort des répliques. Après, le film a la bonne idée d'utiliser en fait toute une bande originale de chansons françaises bien décalées. Genre la séquence d'intro, en fait, c'est le personnage qui arrive avec dans un plan un peu à la Scorsese, avec qui marche en plan séquence, et puis derrière en fait tu vois la cité, et donc la musique de fond c'est un truc de Michel Sardou. On se tape aussi du Laurent Voulzy, la musique de fin c'est du Balavoine, donc c'est assez facile de faire tout ça, mais ça fonctionne toujours plutôt bien à l'image. Le film est scindé un peu en deux parties du point de vue du scénario. J'ai préféré la deuxième partie parce que la première je trouvais qu'elle s'essoufflait assez vite, donc ça reprend dans la deuxième partie, c'est un petit peu plus intéressant. Après, ce qui est dommage, c'est que le personnage de Vincent Cassel, qui est plutôt très sympathique dans le film, n'est pas assez présent, qui est dans une espèce de personnage qui m'a fait penser un peu à De Niro dans Jackie Brown de Louis, le personnage, en moins vieillissant, mais un peu comme ça, le personnage un peu À la masse. à la masse. Là, le personnage de Cassel, il est obsédé en fait par des trucs de la théorie des Illuminati. Il regarde des vidéos, tout ça sur YouTube. Et c'est assez, pour le coup, c'est assez drôle. Contrairement du coup au personnage d'Adjani, qui est, je pense, le gros point noir du métrage. Parce que le personnage principal, je vous en ai pas parlé parce que je me souviens pas du nom de l'acteur, mais lui, il est bien casté, mais j'ai pas retenu Karim Leclou. quelque chose comme ça. Ouais, je suis devant IMDB là, c'est pour ça. Ok. Et ouais, donc ouais, bien, mais Adjani a un rôle quand même assez important, et je trouve que on sent trop Adjani dans le film, quoi. Et moi, ça m'a un peu cassé le truc, quoi. Mais après, le film est hautement recommandable. Je vous dis, c'est bien réalisé, il y a des bonnes idées. Donc. Ouais. Et dans les seconds rôles, il y a François Damiens, il y a putain. Philippe Philippe Catherine. Catherine, il faut arrêter de mettre Philippe Catherine dans vos films, le mec.
Le mec a une tête de merde, il a une voix qui va au même niveau, quoi. Il faut arrêter, Catherine, c'est plus possible, quoi. Enfin bref, un autre film où Il y a pas John Philippe Landis Catherine. qui fait un caméo, je vois. Ah oui, exact, je l'ai vu en plus. C'est vraiment un caméo. Il est en train de dîner au resto, les caméras passent devant eux, c'est tout. C'est tout, putain. Ah oui, il parle pas. Ah oui, c'est vraiment... Ça suffit. Non, mais ça suffit. Il y a Donc, voilà. Stanley dedans. Non, il n'y est pas. Pour mourir, il serait passé à Paris, comme ça. Peut-être après le générique. Fallait regarder jusqu'à la fin. Et puis il demande est-ce que vous avez entendu parler du projet Avengers, et les gens sont... Voilà. En Donc tout cas, next. j'avais bien apprécié quand même notre Le jour premier. viendra de Romain Gavras. Ouais. Ouais. Moi, Je l'ai pas vu l'avais celui-là, bien, du coup. je l'avais bien kiffé. On rappelle pour ceux qui voient pas qui c'est, Romain Gavras, c'est celui qui avait fait le clip de Justice Stress, Ouais. avec les petits jeunes qui tabassaient justement le casseur avant l'heure. Exactement. Qui faisait partie il fait partie du collectif Courtrage. Courtrage, oui, exact. Et du coup, oui, le film est aussi comparé un peu à Shaitan, parce qu'on retrouve Cassel, c'est la même équipe un peu et tout, mais je le trouve aussi plus réussi du coup que Shaitan. C'est un peu moins foufou du coup, enfin même beaucoup moins foufou. Le Turc. Mais Cassel à chaque fois est bon dans ses rôles un peu à contre-emploi, j'aime bien. Bon alors next, avec un autre film français, on continue. Oh là là, dans sous la le signe du drapeau. Dans la contre-performance, avec Éric Judor dans son fameux Rouler jeunesse, réalisé par un certain Julien Guetta, rien à voir avec David. Alors, je suis extrêmement partagé sur ce film, à l'image du personnage du gamin. Vous voyez, c'est quoi le film du coup? Donc c'est Éric Judor. Absolument pas, j'en avais même pas entendu parler. Qui est un espèce de loser qui vit encore un peu chez sa mère, à ses crochets et tout, et qui va en fait coucher avec une nana qui va disparaître, et dans la maison il va y avoir 3 gamins dont il va falloir qu'ils s'occupent en fait, et donc il va falloir qu'ils se responsabilisent un petit peu. Oula, ça ressemble un peu à un pitch de notre ami de Nicky Larson, comment il s'appelle? Philippe Lachaud. Philippe l'enculé Lachaud. Moi je pensais que tu allais dire Judd Apatow, mais pourquoi pas. Je compare pas les deux, espèce d'enculé quoi. Je veux dire, ok, Trainwreck qui était nul, mais arrête quoi. Pas déconner quoi. Oh, un peu de respect quoi. Oh, hein. Donc oui, je suis. Et quand même, hein. Oh, on va se calmer là. Hein. Putain quoi. Oh là. Tout ça pour dire que le pitch est pas vendeur. Je suis. J'arrête. Je suis partagé à l'image du personnage du gamin, donc du film, où tu es entre le côté insupportable de son interprétation et le côté en fait il est quand même mignon quoi. Et c'est un peu Arrête de dire que les enfants sont mignons, je te jure c'est louche. Ah, il y en a. J'ai trouvé que donc quand tout le monde en avait parlé en disant que c'était donc Éric Judor dans un film plutôt sérieux, parce que c'est une comédie mais avec une touche avec du drame, un côté social, et effectivement vers la fin ça tourne plus au drame. C'est son Ciao Pantin. C'est son Ciao Pantin, voilà, exactement. Et moi justement ce qui m'a gêné un petit peu c'est vers la fin justement avec la fameuse scène où tu sens vraiment la contre-performance habituelle, et c'est un peu trop souligné pour le coup, et ça m'a un peu gâché un peu le truc, contrairement à la toute dernière scène du film, celle qui clôture le métrage, qui elle pour le coup est beaucoup plus subtile et poétique, et que là j'ai vraiment apprécié. Le film a aussi le mérite d'avoir une BO qui renforce tout, puisque on a quand même une des meilleures musiques du monde pour moi à un moment, puisqu'on a le Night in White Satin des Moody Blues. Et puis j'ai découvert une chanson de Queen que je ne connaissais absolument pas en intro. D'ailleurs j'avais même pas reconnu que c'était Queen, donc juste pour ça bravo. C'est quoi le titre? C'est Cool Cat. Et Éric Judor est en train de chanter dessus dans la scène d'intro, et c'est plutôt sympa. Le réalisateur a des références après coup, je les ai pas vues en regardant le film, mais qui sont très respectables, puisqu'il a cité notre film 5 pièces faciles avec Jack Nicholson, qui est quand même un film méconnu mais très intéressant effectivement, et essayer de refaire effectivement un petit peu de la même chose avec le personnage d'Éric Judor, même si ça ne fonctionne pas toujours. Donc ouais, je sais
pas s'il faut que vous. Je pense qu'il y a des soirs où je vais vous dire ce film, Non. c'est TF1, c'est un téléfilm à la con. Et d'autres moments, je me dis c'est quand même plus que ça. Ça peut être le petit truc un peu caché, recommandable. J'ai toujours pas réussi à vraiment trancher. Est-ce que c'est mieux que le jeu? Est-ce que c'est mieux que le jeu C'est différent. Si je te Sachant que le propose jeu, de c'était de la revoir... merde, donc... Si je te propose de revoir un des deux films là tout de suite maintenant, tu revois lequel? Bah, rouler jeunesse, hein, parce que Parce que encore c'est plus moins court. long. C'est plus court. C'est un argument qui se tient. Voilà. Et au passage, si je peux me permettre, Cool Cat est sur l'album Non. Hot Space. Album absolument formidable parce qu'il y a la meilleure chanson du monde dessus, Qui est qui est Under Pressure avec David Bowie. ok. C'est ma chanson préférée du monde, voilà, je voulais que les gens sachent. Donc t'avais pas posé la question, Seb. Et dans je ton quiz. t'emmerde. Et je t'emmerde. Et enfin, on va terminer, on va clôturer avec ma grosse déception de cette fin d'année. Ta vie. Désolé. J'en attendais beaucoup. Ma vanne est complètement tombée à l'eau, mais je m'en fous. On n'a pas entendu. J'ai Mais dit ta vie, après sa grosse déception. Mais ça, c'était Aquaman. pas la fin de l'année. Donc, cette grosse déception, c'est une série. C'est le fameux Killing avec Jim Carrey. Ah oui. Ouais. Donc, ouais. Pour rappel, c'est une série réalisée essentiellement par Michel Gondry, dont je ne suis pas forcément un admirateur, mais dont je respecte le travail, rappelons-le, qui réalise, je crois, 6 épisodes sur les 10 que comporte la série. C'est showrunné par un mec qui a bossé sur Weeds. Et C'est ça, déjà, en fait. ça aurait dû faire peur, ça. Déjà, ça aurait dû faire peur. Et effectivement, on aurait dû s'intéresser un petit peu plus à ça. Parce qu'on nous a beaucoup vendu le truc Gondry, mais le côté Weeds est quand même extrêmement présent quand on y pense bien en regardant la série. Et on se demande même si il n'aurait pas fallu finalement que Gondry soit au scénar, parce que chacun y va un petit peu de son style et t'as pas une vision, j'ai l'impression, globale et nette sur ce que devrait être le truc. Et du coup, c'est un peu un truc un peu flou, un objet vraiment, vraiment étrange, j'ai trouvé. Il y a le côté décalé, un petit peu comme Weeds, du coup, où tu as des sujets quand même sérieux et tout ça. C'est traité de façon plutôt triste, je vous dis, avec un côté humoristique. Mais le problème, c'est que... comment dire, je voulais beaucoup plus de l'aspect mélancolique du truc. Parce que du coup, Jim Carrey, on le sait dès le début. Je l'avais pas compris en regardant l'abondance, mais là, du coup, tu comprends dès que tu commences la série. Il a perdu un de ses fils, et du coup, c'était des jumeaux, donc il a toujours un fils. Oui, généralement, c'est comme ça que ça va s'il y en a qu'un qui meurt. C'est ça. Maintenant, des fois, il Il y en a un qui se cache. y en a un qui, peut se cacher. en général, il meurt peu de temps après. Confère une réplique des Sopranos, premier épisode de la saison 3 que j'ai revu hier. Enfin bref, nous nous égarons. Ouais, du coup, il y a un gros truc émotionnel qui est pas tant traité que ça. Et surtout, le gros problème, c'est en fait le personnage même de Jim Carrey en lui-même qui est assez antipathique. J'ai très peu d'amour pour ce personnage-là. J'ai du mal à m'attacher à lui. Et autour de ça, donc, on a quand même toute une peuplade d'autres personnages qui gravitent et qui quand même prennent au fur et à mesure de la série un rôle assez important. Pourtant, gros casting, hein, puisque nous avons Catherine Keener qui joue sa sœur, Frank Legla qui fait son père, qui est un acteur, je crois, qui m'insupporte totalement, c'est physique. Hein. Mais en plus, là, le rôle n'aide pas parce qu'il est très antipathique, mais j'ai du mal avec le monsieur. On a Justin Kirk, transfuge aussi de Weeds, qui était excellent dans Weeds et là qui est totalement sous-exploité. On ne sait pas trop ce qu'il vient foutre là, si ce n'est peut-être tourner parce qu'il y a son pote qui fait la série. Judy Greer, qui fait sa femme, son ex-femme dans la série à Jim Carrey, qui est un rôle extrêmement pareil, très étrange parce qu'elle monte genre ses nichons 2-3 fois dans la série. C'est totalement gratuit et le personnage est très peu exploité, j'ai trouvé, et je me suis dit je ferai Grismin face à ce qu'on m'a proposé de faire dans la série,
Parce que là, j'aime la nudité, mais là, j'ai senti vraiment le truc totalement gratuit, quoi. J'aime cette phrase, il faudra la noter. Donc beaucoup de personnages, donc aussi donc le fils jumeau forcément qui est exploité. Ça brasse vraiment un peu trop de choses et ça se disperse. Et moi j'aurais voulu que ça se ressente totalement, je pense, sur le personnage de Jim Carrey, même si je l'aime pas. Mais il aurait fallu faire la série vraiment à travers son regard, sa vision. Et là en plus le format est plutôt court, hein, parce que ce sont des épisodes qui dépassent pas les 30 minutes à chaque fois. Donc quand tu as des personnages que 10 épisodes de même pas 30 minutes, ça va assez vite. Donc la dernière scène de la saison, on nous fait un truc que Weeds en plus avait déjà fait plus ou moins, donc tu te dis ouais. Donc saison 2 signée, il y a toujours moyen de faire quelque chose avec ces scènes, parce que moi vraiment sur le papier j'avais de grandes espérances, et c'est pas ce que j'espérais, comme dirait cette fameuse réplique de Hot Shot 2. Non mais revoyez la bande-annonce de Killing, parce que c'est une des meilleures choses que j'ai eues cette année, mais la série en elle-même... c'est vraiment un très gros bof, hein, une grosse déception. Seb, tu l'as vu aussi? Ouais, bah pareil, en fait, j'aime pas beaucoup Gondry, mais la bande-annonce, elle m'avait emballé à mort, et puis Carré avait l'air absolument formidable. Puis dès le premier épisode, j'étais un peu genre, ouf, mais où est passée la bande-annonce que j'ai vue, quoi. Et donc, ouais, j'en ai très vite eu plus rien à foutre de ce que je voyais, et moi, perso, je reviens pas pour la saison 2, à moins qu'on me dise que c'est vraiment très bien. Ouais. Okay. Mais quand même, quel plan séquence dans je sais plus quel épisode. C'est vrai que tout le monde en a parlé, et une fois que j'ai vu la saison, je me suis dit, mais de quel plan séquence il parle? Ça a fait les gorges chaudes de l'internet. Et du coup, en fait, j'étais pas sur le bon plan séquence. Et effectivement, après, j'ai fait, ah ouais, en fait, c'est vrai que c'était, pour moi, c'était un faux plan séquence, ce qu'on voyait. En fait, apparemment, c'est un vrai plan séquence. C'était surtout pour ça que c'était fort. Et du coup, moi, je l'ai vu comme un faux plan séquence, donc ça m'a pas titillé plus que ça. Enfin voilà, si je n'avais qu'une chose à vous recommander sur ce dont j'ai parlé ce soir, je pense que ce serait me déçois pas. L'attaque du requin de tête. Voilà. Évidemment, il y a des nichons et là, c'est pas gratuit. Exactement. Là, c'est plus justifié. Parce que voilà, c'est un peu dans l'esprit, ils sont quand même au bord de l'eau, quoi. Donc. Oui, voilà, il fait chaud. Voilà. Bon bah écoutez messieurs, je crois qu'on a fait le tour pour cette émission. On va quitter nos chers auditeurs, on va leur rendre leur liberté. Ils le méritent. Oui, ils le méritent forcément. Et donc on peut annoncer qu'il y aura encore une fois cette année un petit spécial. On ne sait pas trop encore de quoi il en retournera, mais on est en train de bosser dessus comme des acharnés, comme à notre habitude. Qui sera donc là le 24. Ou le 31 peut-être, ça dépendra de nos calendriers. Voilà, exactement, mais on ne vous abandonnera pas et on va vous récompenser de votre fidélité. Et vous pouvez nous retrouver toujours sur les comptes habituels. Alors sur Twitter c'est Bug le podcast, tout attaché bien entendu. Il y a Grumpy Seb pour Seb, je suis Alphonse Dadet, et Bastien, ton compte Twitter? Oh, c'est Zach Wild. Je suis un gros sauvage, moi. Avec mon attirail, je viens uniquement pour casser aussi, et je casse de tout, hein, et dans mon slip, aucun moratoire n'est possible, je lâche tout de suite, c'est Zach Wild, merci. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, on est obligé de regarder en direct qui est cette personne. Hey. Mais c'est pourquoi moi j'ai un monsieur barbu avec des guitares? Moi aussi. Ah non. On n'a pas la bonne orthographe. Est-ce que J'en ai c'est pas de Zach cheveux. avec 2 K? C'est Zach avec un C, Z-A-C. Ah, J'ai pas de cheveux. Non, mais moi je vais rester E. sur Zach Wild, le barbu. Putain, Je il suis n'existe sauvage. pas en fait. Bon allez, sur ce, on va Attendez, chercher parce que, sur hey, l'éditeur. Zach Wild, le barbu, est malade. C'est ce que je lis, enfin c'est le 10 janvier 2018, mais bon. C'est le guitariste d'Ozzy Osbourne qui avait un rôle tenu. Attends, je vous lis quand l'article, hein, parce que... Alors, Soyez exhaustif. petit, donc autour on retrouve, mais je vois pas où il est malade. Ils ont complètement oublié le truc. Enfin voilà. Ah, c'est quoi? C'est comme dans Paris Match. Ou ici Paris, il t'annonce un titre et à l'intérieur c'est complètement autre chose.
Bon, sur ce... Non, parce qu'en fait, dans chers l'article, il te auditeurs, donne les dates de tournée, donc si tu veux, t'es vraiment voilà, à côté de oui, la plaque. le 19 juillet du côté de Montmartre. Exactement. Chers auditeurs, à très bientôt, à dans 15 jours. Ciao, ciao. Salut. Salut.